C'est parti pour un nouveau journal sur votre télévision. Messieurs, dames, merci de votre fidélité. Deux audiences au cabinet de travail du vice-gouverneur de province, Jean Kalenga Mambepa, le numéro 2 de l'exécutif provincial du Haut-Katanga, a reçu le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur Gilbert Kishiba Fitoula, et la délégation de la coopération allemande GIZ, Basile Bilali et Esther Diomboudou. C'est une agence de coopération technique allemande qui, par le biais de son manager Ute Dannenmann, a rencontré le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean Kalenga Mambepa. La GIZ se dit prête et disposée à construire un marché au profit de la population des Kasumbalesa. C'était en présence du ministre provincial de l'économie, Roger Assamba. Et nous sommes sur le point de commencer un projet à la frontière des Kasumbalesa. Ce sera un projet qui sera bilatéral pour aussi la Zambie. Et nous avons aussi des activités qui doivent être faites pour la RDC, donc Kasumbalesa côté RDC. L'objectif de la mission de cette semaine était de déterminer ensemble avec les autorités de la province les premières activités, les premières étapes de ce projet. Nous avons déjà décidé sur ce qui doit être fait, ensemble avec la division du commerce extérieur et le ministère de l'économie. Nous avons défini ce que nous devons faire en premier lieu. Oui. Nous avons décidé d'abord de commencer par l'étude, de soutenir l'étude de faisabilité pour la construction du marché au niveau des Kasumbalesa pour les petits commerçants. Le recteur de l'IMLU, Gilbert Kishiba Fitoula, est venu présenter le document foncier de 8000 hectares que vient d'accueillir cet alma mater au vice-gouverneur Jean Kalenga Mambepa, comme il l'a dit. Les 8000 hectares patrimoine intemporel de l'université de Lubumbashi pour les générations d'aujourd'hui et les générations futures sont situés à 3,5 km, 4 km de Inera Kipopo. Et donc c'est dans ces 8000 hectares que l'on trouve aussi la source de la rivière Lubumbashi. Et c'est un milieu magnifique et qui donnera un atout à la haute école de tourisme de l'université de Lubumbashi, à la faculté de pharmacie, à la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire, et la faculté de sciences et géographie pourront faire aussi des recherches là-bas. Nous voulons donc annoncer à notre société et puis à la communauté universitaire que c'est une acquisition magnifique qui vaut la peine d'être saluée comme un apport important de notre génération pour le compte des générations d'aujourd'hui, c'est vrai, mais les générations futures également. Autre chose, pourtant prévu pour le 21 février prochain en marge de la journée internationale de la langue maternelle, l'activité d'hommage au professeur émérite Haddad Adnan vient d'être reportée à une date ultérieure, annonce faite vendredi à Héritage Radio-Télévision par le doyen de la faculté des lettres de l'université de Lubumbashi, le professeur Michael Kassombo. Il parle ici de ces reports de la cérémonie de vernissage du numéro spécial Mitunda Milongue en l'honneur du professeur émérite Haddad Adnan, au micro de Patrick Mulunda Banza Jean-Jacques. Nous avons porté notre choix sur le professeur Haddad parce que c'est tout un symbole. Le professeur Haddad, c'est vrai, il est de nationalité libanaise, mais il faut dire qu'il est avant tout un Congolais. C'est un Congolais parce que c'est pratiquement depuis l'accession de notre pays à l'indépendance en 1960 que le professeur Haddad est sur le territoire congolais et il sert depuis donc 1960 ou 61 le pays dans le domaine de l'enseignement. Et de quel enseignement? L'enseignement particulièrement des langues congolaises. Il est un grand professeur dans notre faculté, dans le département des lettres et civilisations africaines et congolaises, et il a œuvré, n'est-ce pas, pour la promotion de ces langues parce qu'il a rédigé une thèse de doctorat sur le Kiswahili, voyez-vous. C'est une langue congolaise, n'est-ce pas? Et il a enseigné donc cette langue, il a enseigné aussi d'autres langues, y compris l'arabe,
dans cette faculté depuis donc il est engagé à l'université de Lubumbashi après avoir servi dans l'enseignement secondaire à Bukavu, je crois à Kindu et à Lubumbashi au niveau de Kiwele et tant d'autres écoles secondaires avant de venir à l'université depuis très longtemps au début des années 70. Il est avec nous au département dans le domaine des langues congolaises et de leur promotion. Je voudrais donc appeler les uns et les autres à se joindre à nous le jour où nous allons célébrer le professeur Haddad à travers la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle. C'est quelqu'un qui a rendu de grands services à ce pays. Nous voudrions que les gens puissent venir nombreux pour venir lui rendre honneur avec nous ensemble. Je pense que ça ne sera que un droit de reconnaissance à son endroit. Échanger sur la loi de la sous-traitance promulguée le 8 février dernier, c'est ce qui a été au menu de l'entretien qu'a eu le ministre provincial du Plan et Budget Michel Momat Kakoudji avec la commission au PME de la FEC Grand Katanga. Encore une fois, Basile Bilali et Esther Diour. Trouver un mécanisme qui mettra autour d'une table les ministères provinciaux des Mines et du Travail, la commission ECOFIN de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, la COPEMECO, la COPEC et le tribunal de commerce pour proposer au gouverneur de province des modifications sur l'édit provincial sur la loi de la sous-traitance avant son entrée en vigueur le 15 mars prochain. C'est ce qui a fait l'objet de l'entretien entre le ministre provincial du Plan et Budget Michel Momat Kakoudji avec une commission PME de la FEC, section du Grand Katanga. Nous sommes venus voir son Excellence pour le préparatoire de la mise en place de la loi sur la sous-traitance qui doit entrer en vigueur ou qui doit être en application au plus tard le 15 mars. Donc nous devions mettre des structures en place et des stratégies pour la mise en place de cette loi. Notons que le ministère provincial du Plan et Budget constitue la charnière de tous les ministères provinciaux et en charge de la coordination des partenariats publics et privés. De son côté, le ministre provincial des Mines, Alain Ilunga Kasongo, a présidé vendredi 16 février 2018 la réunion de prise de contact avec les membres du comité provincial de l'ISTI. Il était question de statuer sur la mise en œuvre du programme de l'initiative ITRI pour la chaîne d'approvisionnement de l'étain. Esther Diour et Basile Bilali. Il s'agit d'une première rencontre entre le ministre provincial des Mines et les membres du comité provincial de pilotage de l'initiative d'ITRI pour la chaîne d'approvisionnement de l'étain en sigle ITSCI. Pour Alain Ilunga Kasongo, ce programme doit viser l'amélioration de la transparence de la production et la promotion de la bonne gouvernance dans les secteurs miniers. Cette vision du ministre provincial est relayée par le chef de ce projet, Alain Gandou. Qui est le président du comité provincial afin de convoquer cette réunion selon le protocole d'avancement de la RDC et ITRI, parce que ce comité a pour rôle de pouvoir assurer le suivi des droits d'aide, de l'exploitation, de l'extraction jusqu'à l'exploitation. Il est important que nous puissions ensemble afin de trouver un point commun pour pouvoir résoudre les différents problèmes. L'un des participants à cette rencontre qui est en même temps en charge de la traçabilité de ce projet dans la province du Haut-Katanga, Yves Kasongo, a abondé dans le même sens. En ce sens que depuis la décentralisation n'est-ce pas, du Grand Katanga, ces rencontres n'est-ce pas, de CBP, le cadre qui nous donnait des informations par rapport aux activités qui sont liées aux mines. Donc, comme il y a de nouvelles structurations, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui manquaient des informations, mais avec cette réunion, il y a eu des informations qui ont été données et tout le monde est éclairé par rapport à ça. Signalons que ce comité provincial de pilotage de l'ITSCI sera chapeauté en province par le ministre provincial des Mines, Alain Ilunga Kasongo.
Sans la machine à voter, il n'y aura pas d'élection le 23 décembre. Cette phrase est de Corneille Nangayo Belouo, président de la Commission électorale nationale indépendante, qui répondait aux déclarations de Nikki Haley, ambassadrice américaine à l'ONU, qui s'oppose à un système électronique de vote pour la triple élection présidentielle, législative et provinciale en République démocratique du Congo. La déclaration de Nikki Haley divise la classe politique louchoise. Pour l'opposition, les États-Unis d'Amérique ont tout à fait raison quant à la majorité présidentielle. Avec ou sans machine à voter, les élections doivent se tenir selon le calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante. Les avis des uns et des autres au micro de Samuel Trezon Segatessa. Machine à voter. Aujourd'hui, on commence à nous dire que c'est une imprimante. Vous comprenez, vous connaissez l'imprimante, ce que l'imprimante produit en termes de cartouches. C'est-à-dire, on veut imposer les dépenses inutiles pour nous dire que c'est ça, diminuer les coûts des élections. Et pourtant, ce sont des éléments qu'on est en train de créer pour bloquer le processus électoral. Mais tu m'as mené une preuve. Vous le faites en cachette. Mais comment? C'est en cachette. Toi, tu dis que c'est en cachette. Mais comment tu as su? Comment tu as su? Comment tu as su? Mais nous avons des preuves qu'il y a des combines. Et ce n'est pas en cachette. Par exemple, ici, je risque de dire qu'il y a des confessions religieuses qui font des combines ensemble avec l'opposition. Ce n'est pas en cachette. J'écris tout haut. Vous savez que c'est le contraire qui nous aurait étonné, dans la mesure où la CENI n'est qu'une chambre d'enregistrement de la volonté de ce gouvernement. Donc, ils s'entendent comme deux larrons en foire. Ce n'est que normal que l'un soutienne l'autre. Mais cette prise de position des États-Unis nous a mis, nous le peuple, nous du RASOP, du baume au cœur. Nous soutenons cette position et nous rejetons catégoriquement cette imposition du pouvoir avec la complicité de la CENI. Non, mais c'est comme toujours, hein, cette réaction, dans la mesure où ça vient de ceux-là même qui sont à la base du changement de mode de vote. Donc le gouvernement et la CENI, c'est leur œuvre, ils cherchent tout simplement, ils ont mijoté ça et cherchent maintenant à nous l'imposer. Ce n'est que normal qu'ils soutiennent cette position, mais dans la mesure où nous, le RASOP, nous ne sommes concernés ni de près ni de loin par cette machine à frauder, nous rejetons toujours catégoriquement de toute énergie la position du pouvoir. Cette machine pour nous n'est pas une machine à voter, mais plutôt une machine à frauder. En premier lieu, je peux répondre de cette façon que le Congo, notre pays, est indépendant. Nous ne pouvons pas tout simplement suivre ce que les États-Unis nous inculquent comme décision. Ça, ce sont des décisions prises. Je suis contre parce que nous sommes souverains. Mais je suis pour les élections. Si cette machine-là, qui n'a pas été fabriquée par les Congolais, la machine est fabriquée par les Occidentaux. Si cette machine, c'est une machine à voler, je peux demander à Madame Nikki, parce que nous manquons de moyens. Ils peuvent nous apporter leurs moyens à eux. Et on nous impose d'aller aux élections. Kabila a accepté, il s'est incliné, il ne va pas se représenter. Qu'on aille aux élections, machine ou sans machine, mais qu'il y ait des élections. Moi, je voudrais qu'il y ait des élections libres avec les instruments qui peuvent nous favoriser, nous tous, pour être bien élus. Dans l'actualité également, le secteur opérationnel Sokola 2 des FARDC au sud du Sud Kivu dit avoir capturé jeudi 15 février plus de 15 combattants du groupe Yakutumbat sur l'axe Kikonde-Kazimia dans la forêt d'Enganjat. Une quantité importante de leurs armes de guerre, dont des armes d'appui et des mitraillettes, ont été récupérées alors que leur chef milicien court toujours. Les forces armées de la République démocratique du Congo encouragent par ailleurs les
les autres combattants Yakutumba dispersés dans la forêt d'Engandia a emboîté le pas des combattants du groupe Malaika. 15 éléments de ce groupe ont déposé les armes et se sont rendus jeudi aux forces armées de la République démocratique du Congo à Salamabila au sud-ouest de Kilemwe ou Maniema au Maniema. Et puis d'autre part, l'armée régulière signale que le trafic entre Uvira et Kalemi n'a pas encore repris de manière officielle. Selon elle, les autorités civiles provinciales feront la réouverture officielle du trafic lacustre après que les forces régulières auront fini l'opération de ratissage sur le littoral d'Oubouari. Et puis il faudra vous rappeler que dans l'actualité toujours, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Leila Zerougi, a échangé vendredi 16 février à Kinshasa avec le ministre de la Justice Alexis Tambwe Mwamba sur le rôle de la justice dans une année électorale. Dans leur discussion, les deux personnalités ont aussi abordé la question de la coopération judiciaire entre la MONUSCO et le gouvernement congolais. Elle a aussi annoncé qu'il y a des projets en cours entre la MONUSCO et le gouvernement, entre autres la réhabilitation des prisons, l'amélioration des conditions de détention, le travail sur le droit de l'homme et l'appui dans le cadre des audiences foraines. Santé à présent, lancement vendredi de la campagne de distribution gratuite des médicaments de lutte contre les maladies tropicales négligées, campagne initiée par la zone de santé de Tchamilemba en faveur des enfants de 0 à 14 ans. C'est le complexe scolaire Belle du quartier Wabora qui a servi de cadre à la cérémonie. Pascal Mpanga pour plus de précisions. Je lance officiellement la campagne de distribution gratuite des médicaments dans toute la province du Haut-Katanga. C'est le ministre provincial de la Santé qui a donné le coup d'envoi de cette campagne. À titre symbolique, les numéros 1 de la santé et de l'éducation en province ont administré à quelques enfants le médicament de lutte contre la bilharziose, une des maladies tropicales qui se manifeste par la présence du sang dans les urines et le sel de l'enfant, le diarrhée fréquente et les douleurs abdominales. On a eu à faire le traitement en 2015 et maintenant là, ce traitement que nous allons faire maintenant, c'est un traitement qui devrait se faire depuis l'an 2017. Donc nous allons traiter tous les enfants de 5 à 14 ans. Donc il y a quelques effets secondaires, ça peut être des nausées, ça peut être des vomissements, ça peut être une asthénie, mais ce sont des effets secondaires qui sont vraiment passagers. Cette campagne ne se fera pas dans le ménage, mais elle se déroulera uniquement dans les écoles du 16 février au 3 mars 2018. Nous restons toujours sur ce chapitre avec le docteur Vicky Kij qui est l'invité de ce journal et les médecins chefs des zones de Tchamilemba. Elle s'entretient avec Pascal Mpanga Moutoué sur la maladie de bilharziose. C'est une maladie que beaucoup ne connaissent pas, ses causes et même ses conséquences. Vous allez les découvrir dans cet entretien. Madame Vicky, merci de nous accorder cet entretien. Lancement hier de la campagne de distribution gratuite de médicaments pour lutter contre les maladies tropicales négligées, dont la bilharziose. Qu'est-ce qui serait à la base de cette maladie, madame? En fait, comme on venait de l'appeler, la bilharziose, c'est une maladie, mais une maladie qui est tropicale, mais qui semble être négligée. C'est une maladie qui existe. En fait, dans notre zone de santé, nous avons une prévalence de 1%. Et cette maladie est due à quoi? La plupart des cas, c'est dans les rivières, dans les étangs, dans des buissons. Donc là, si un enfant est contaminé, il peut faire le sel, il peut uriner dans des étangs, dans des petites rivières, dans des cours d'eau. Et un enfant qui est sain, en passant dans ces étangs ou des rivières ou des cours d'eau contaminés, il peut aussi s'être contaminé de cette maladie. Maintenant, la campagne que vous avez lancée hier, pourquoi seulement elle ne doit se faire que dans les écoles? Oui. En fait, la campagne, on doit faire la distribution de masse des médicaments contre cette maladie, la bilharziose. C'est l'âge scolaire. Nous prenons les enfants de 5 à 14 ans. Les enfants de 5 à 14 ans, la plupart de ces enfants se retrouvent en cette période à l'école. Et c'est même pourquoi nous avons préféré que cette distribution de masse se fasse dans les écoles. Parce que nous allons trouver un grand nombre d'enfants au niveau des écoles que dans la communauté.
Et qu'est-ce que vous préconisez pour les enfants? Parce qu'il y a des enfants qui ont cet âge-là, mais peut-être les parents n'ont pas des moyens, ces enfants ne sont pas à l'école. Qu'est-ce que vous préconisez? Oui, ça nous n'avons pas oublié. Nous avons mis en place aussi une autre équipe qui doit passer dans la communauté, dans les ménages, faire les porte-à-porte pour récupérer les enfants qui ne peuvent pas être à l'école. Donc les enfants qui sont dans des ménages, les enfants qui sont dans la communauté, il y a quand même une autre équipe qui doit passer communauté porte-à-porte pour récupérer ces enfants-là. Et les effets secondaires de médicaments que vous administrez aux enfants? Oui, parmi les médicaments, il y a des médicaments qui se prennent à jeun et il y a des médicaments qui se prennent après avoir mangé. Et pour ce médicament type de la bilharziose, qui est le viltricide ou encore le praziquantel, il ne doit se prendre qu'après avoir mangé. Et nous avons recommandé dans les écoles que les directeurs pouvaient mettre dans les journaux de classe des enfants que chaque enfant, avant de prendre ce médicament, il doit manger. Et c'est même pourquoi il y a des petits effets, ce sont des effets secondaires, mais des effets qui sont vraiment passagers. Et de ces effets secondaires, ça peut être des nausées, des vomissements, des maux de ventre. Mais de toutes les façons, ce sont des effets qui sont vraiment passagers. Quel message que vous donnez à tous les parents qui nous écoutent à l'instant? À l'instant, nous donnons comme message aux parents, la distribution de masse est en train de se faire dans notre zone de santé, dans toutes les écoles. Et cette distribution de masse, nous recommandons aux parents que les parents envoient avec leurs enfants des petits casse-croûtes afin que les enfants puissent prendre ce médicament-là. C'est un médicament qui ne se prend pas à jeun, c'est un médicament qui se prend après avoir mangé. Et nous recommandons qu'à ce que les enfants amènent quelque chose et ils vont prendre les médicaments au niveau de leur école respective. Docteur Kikij, merci. Merci. L'épidémie de rougeole fait des victimes dans la zone de santé urbano-rurale de Lubunga, dans la ville de Kisangani, bien sûr. Des centaines de personnes sont contaminées, nous précise encore une fois Laurent Kangissa. Le ministre provincial de la Santé déclare l'épidémie des rougeoles dans la ville de Kisangani. Plus de 100 cas ont été détectés jusque-là dans la zone de santé de Lubunga. Les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans sont les plus exposés à cette maladie. Bernadette Foura, ministre provinciale de la Santé, demande aux personnes souffrant de fièvres prolongées d'aller se faire consulter dans des centres de santé les plus proches. Il y a eu 111 cas qui ont été détectés. Il n'y a pas encore eu de cas de décès. Il y a une fièvre qui persiste en dehors 4 à 7 jours. Quand vous voyez déjà ces signes-là, il faut vous dire que la personne est déjà attaquée. Et il y a aussi les yeux, ça se manifeste dans les yeux sont rouges. Côté des gorges, il y a des points qui sont en sorte de muqueuses blanches. Et il y a aussi écoulement du nœud. Entre-temps, des dispositifs sont déjà arrêtés pour limiter la propagation de cette épidémie. Il y a un comité local de lutte qui a été institué et qui reste opérationnel. Celui-ci comporte en ce sens 5 sous-commissions. Kisangani, Laurent Kangissa pour Radio-Télévision Héritage. Et 7 mois après sa disparition, le professeur Clément Mangumbu a été immortalisé vendredi à travers le vernissage de son dernier ouvrage publié à titre posthume. La cérémonie s'est déroulée à l'amphithéâtre de l'université de Kisangani en présence de plusieurs personnalités tant nationales que provinciales. Depuis Kisangani, correspondance de Laurent Kangissa. Je te baptise et je t'accueille dans le monde du livre. C'est en ces termes que Jean-Claude Massangu, gouverneur honoraire de la Banque centrale du Congo, a verni le livre intitulé « Réseau identitaire et convivialité dans la Grande Orientale ». Ouvrage du fait professeur Clément Mangumbu qui l'a préfacé. Ce livre de 71 pages est publié à titre posthume par les éditions Mwangaza et édité par Mediapol comporte 12 chapitres. Pour l'auteur, à l'instar des États-Unis d'Amérique construit par les immigrés, la convivialité peut largement contribuer au développement du pays. L'auteur évoque aussi un autre effet répandu à travers les pays qu'il nomme enclérie. Pour lui, ces faits cimentent les relations entre les Congolais. C'est dans cette optique que Jean-Claude Massangu exhorte les autres scientifiques à emboîter les pas au fait professeur Mangumbu. Et par ce geste, j'exhorte tous ceux de nos compatriotes qui ont la plume facile d'écrire aussi et d'écrire beaucoup et que nous tous, nous puissions lire davantage. Le recteur de l'université de Kisangani, au nom de son institution, remercie Jean-Claude Massangu pour son geste. Professeur Faustin Touingao. Pour l'initiative heureuse prise en acceptant de patronner cette cérémonie, en acceptant de préfacer l'ouvrage de notre frère, de notre collègue.
en acceptant de sponsoriser sa publication. Votre générosité, votre sensibilité humaine, nous en avons toujours entendu parler, mais elle se confirme une fois de plus à travers cet acte. Décédé en août 2017, le prof Clément Mangoubou reste vivant à travers ses œuvres, comme ont reconnu ses collègues enseignants. Voilà. Kisangani, Laurent Kangissa pour Radio Télévision Héritage. La province de l'Équateur a des nouveaux administrateurs des territoires, ceux de la Mongala, du Nord et du Sud Ubangui, nommés par ordonnance présidentielle. Ils viennent d'achever une semaine de renforcement de capacité avant d'entrer dans leurs fonctions respectives. Séminaire qui a eu pour but les intégrer dans leurs fonctions de la territoriale. Depuis Mbandaka, correspondance de Béatrice Nabindi. 3 jours durant, les participants 32 sur 41 attendus à ces séminaires sur le renforcement des capacités ont été édifiés sur la décentralisation à la territoriale et développement. Selon le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Boniface Bokenge, les administrateurs des territoires et maires des villes de ces 3 provinces ont reçu des enseignements pour mieux s'acquitter de leurs charges de la territoriale. Dans la foulée, il leur a été demandé de rester et de l'unité de commandement, puisque certains anciens administrateurs et maires de ville ayant brillé par leur subordination à leur chef hiérarchique direct, faisant valoir leur soutien à l'échelon national. Le secrétaire général Boniface Bokenge a exhorté les nouveaux administrateurs des territoires et maires des villes à développer également une vision commune de développement par des actions de jumelage avec des entités des provinces voisines. Les participants à ces séminaires de renforcement des capacités ont pour leur part demandé le paiement rapide de leur salaire à la hiérarchie et l'envoi de subventions par le fonctionnement de leur entité et la réalisation de leurs projets de développement. Mbandaka, Béatrice Nabindi, Radio Télévision Héritage. Au chapitre de la religion, les chrétiens catholiques du monde entier sont en pleine carême. C'est une période de 40 jours pour préparer la résurrection de Jésus-Christ. Quelle attitude à prendre pendant cette période justement? La question est répondue ici par M. l'abbé Vénance Kalombo au micro de Pascal Mpangamutwe. C'est notamment l'attitude de prière. La prière nous met en contact avec le Seigneur. Et c'est pendant ce temps où nous devons sentir cette proximité avec le Seigneur. Nous devons nous rendre compte que sans le Seigneur, nous ne pouvons pas vivre. Saint Augustin disait, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose en toi. Et donc pendant ce temps, nous devons sentir ce désir-là d'être toujours en contact avec le Seigneur et penser que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien. Vous avez la prière, vous avez les jeûnes. Le jeûne, c'est une privation de quelque chose qu'on aime bien. On doit se priver de quelque chose, de la nourriture, de certaines choses, de quelque chose qu'on aime le plus, en vue du partage. Et donc vous avez la prière, le jeûne et le partage. Notre jeûne est orienté vers le partage. Si je me prive de quelque chose, ce n'est pas parce que je vais récupérer ça après, mais parce que je pense à l'autre. Et donc vous avez, après le jeûne, vous avez le partage, l'oubli de soi et le penser à l'autre. Nous sommes dans une société où il y a des gens qui mangent et d'autres ne mangent pas. Nous sommes dans une société où les gens sont dans les besoins et d'autres jettent d'autres choses. Et pendant ce temps, on invite les chrétiens à entrer en eux-mêmes et à penser, à faire l'expérience. Lorsque j'ai fait l'expérience de la faim d'un jour, je me mets à la place de celui qui n'a pas mangé et je peux lui apporter quelque chose. Et puis c'est une période qui nous invite à la réconciliation, le pardon. Messieurs, dames, ainsi prend fin ce journal. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme se poursuit sur votre télévision.